Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et nous allons recevoir beaucoup de gens intéressants. On va commencer par une dame, Madame Agathe Vincenot. Bonjour. Elle est directrice du tourisme de la région Guadeloupe. Sa visite tombe bien puisqu'on aura de mauvaises nouvelles annoncées aux professionnels du tourisme tout à l'heure. Martine Talus, correspondante de l'Espère en Guadeloupe. Vous ne savez pas ce que c'est? Moi je sais, vous saurez tout à l'heure. Jean-Jacob Bicep et Thierry César vous seront là puisque l'affaire Clodo n'est pas terminée. Les membres du collectif Guadeloupe contre violence à gendarme, on en parlera. Et puis, on aura Nathalie Jacobico-Ali, la chroniqueuse juridique. Elle sera avec nous, maître Nathalie Jacobico-Ali. Et Dominique Vénéré viendra tout à l'heure la chronique musique, afro-musique. Elle parlera de Tina Turner. Vous connaissez, moi j'aime bien Tina Turner. Elle est vivante, elle est pas au mot. Sinon, dans l'actualité, c'est coupure d'eau. Micro-trottoir, savoir exactement ce qui se passe, comment les gens réagissent, l'interview de Steve Kouta pour le SIAG, et aussi, vous le savez, il y a une signature de convention entre le Pôle emploi et la commune de Petit-Bourg, on en parlera, et peut-être si on a le temps, on dira deux petits mots sur l'opération Escargot qui a commencé depuis ce matin. Ils sont encore sous la route et ça crée beaucoup de perturbations. Voilà un peu le sommaire de notre ZCL aujourd'hui. On vous remercie d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en France. Tous les gens qui nous regardent en direct dans l'émission, on n'a plus regardé le midi. C'est le principe du ZCL. Et merci à Mme Agathe Vincenot d'être là. Alors je disais que le tourisme en Guadeloupe est à la peine, vraiment. Le tourisme en Guadeloupe est à la peine. Vous faites allusion aux motifs impérieux nécessaires pour venir en Guadeloupe à partir du 2 février. Entre autres, mais avant ça même déjà, il y avait d'autres problèmes. Oui, il est à la peine parce qu'il y a une maîtrise des flux entrants et on a bien fonctionné quand même jusqu'à aujourd'hui. Il y a un peu de ralentissement parce que le gouvernement essaie de réduire les flux pour éviter une contamination par le variant de la Covid. Mais oui, ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut trouver des solutions. Et à la région, on trouve des solutions déjà ? À la région, on reste attentif et on reste aux côtés des opérateurs. Donc là, il s'agit de voir véritablement ce qui se passe, quel est le ralentissement qui est au niveau des réservations, puis des annulations. Et on va, comme on l'a fait toujours et surtout pendant le confinement, on va rester aux côtés des opérateurs pour apporter des solutions d'accompagnement et regarder les secteurs les plus touchés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Parce que d'une manière générale, aujourd'hui, on a le problème du confinement, enfin en France, des motifs impérieux, mais déjà depuis 6 mois, le tourisme, la filière touristique n'est pas en bonne santé, on peut le dire comme ça. La filière touristique étant dépendante des flux entrants et sortants et notamment du fait de la capacité à se déplacer, effectivement, à chaque fois qu'une décision est prise limitant ou restreignant ces flux, il y a un impact direct sur les locations de voitures, les hébergements et bien entendu l'accès aux produits touristiques donc, et notamment au transport. Donc à chaque fois qu'une décision est prise, ça a un impact négatif. À chaque fois qu'il y a une possibilité de se déplacer de nouveau, on a un rebond. Donc on est au rythme de ces décisions, sachant qu'en plus quand il y a des difficultés et des confinements au niveau national, on a un transfert des visiteurs chez nous. Alors ce qu'on appelait pendant les vacances au pays, même ça ne peut pas fonctionner en ce moment. Les vacances au pays peuvent fonctionner en ce moment. Il n'y a pas de les vacances de février, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Guadeloupéens? Aller dans les hôtels, puisqu'il n'y aura pas de touristes. Si les structures sont ouvertes, oui, c'est le but. C'est justement pour que les Guadeloupéens puissent donc bénéficier peut-être de ces structures et au contraire revisiter le pays. De toute façon, c'est une nouvelle dynamique qui s'est engagée sur ce que vous appelez le vacances au pays. C'est vraiment le développement du tourisme intérieur qui finalement existait, mais qu'on réanalyse et qu'on réévalue et qu'on va effectivement impulser de plus en plus, puisque c'est, si vous voulez, un peu le plan B, ou en tout cas, c'est une voie de tourisme durable qui est importante et qui est nécessaire pour notre territoire. Mais est-ce que les hôteliers sont prêts à jouer le jeu? Vous les conseillez à la région de rester ouvert pendant ces vacances de février qui vont arriver dans quelques jours?
Alors, c'est très difficile de conseiller un hôtelier, de lui demander de rester ouvert. Vous savez, sur un hôtel, c'est Monsieur Veralcollet vous l'a expliqué souvent, le problème, c'est vraiment les charges Les qui charges sont sociales. les charges sociales, mais même les charges de fonctionnement qui sont lourdes, induites par lourdes. le fait des visites. Les visiteurs locaux, ils y vont surtout le week-end, ils ne restent pas sur un long séjour, donc ça implique des dépenses de fonctionnement de la structure qui sont plus lourdes. Donc, on aimerait bien qu'ils restent ouverts. De toute façon, on a envie que toutes les activités perdurent parce qu'il y a de l'emploi derrière et que c'est quand même ce qui est important pour nous. Maintenant, leur dire d'ouvrir, c'est pas tellement notre propos. Madame Mesno, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe du point de vue du tourisme en Guadeloupe, mais aussi au niveau international, qu'il ne faille pas repenser le tourisme? Écoutez, oui, il faut en tout cas avoir une réflexion qui est déjà en cours. Déjà en cours. On l'a commencé un petit peu en interne avec le CTG et à la région. Avec quoi? Avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Le CTG, il nous apparaît. Oui, il existe. Et on travaille avec lui depuis une année ou deux, depuis qu'on a plus ou moins atteint nos objectifs chiffrés. On est vraiment sur une réflexion de qualité et de résultats. Et puis de tourisme durable surtout. C'est vraiment. C'est quoi le tourisme durable? Pour les gens qui nous écoutent, le tourisme durable, c'est quoi? C'est un tourisme qu'on vend par paquet? C'est quoi ça? Alors effectivement, le tourisme durable, en fait, c'est un tourisme qui serait où il y a une notion de durée dans le temps, à deux niveaux, à un niveau économique, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions pérennes, qui ne sont pas des solutions justement, des solutions qui résistent à des moments de crise plus ou moins, ou en tout cas avec des alternatives, mais surtout durable dans le sens où il n'a pas un impact trop fort sur l'environnement naturel, l'environnement patrimonial, l'environnement social. C'est un tourisme qui est absorbable, supportable et qui peut être maintenu sur le territoire. Donc ça implique qu'on fasse des choix, qu'on ait une vision du tourisme qui soit aussi ancrée dans notre territoire et sur ce qu'on veut en faire plus tard. Alors, on va essayer de définir ça, mais il y a un souci là quand même. Le président de région, M. Chalus, s'est beaucoup focalisé depuis son entrée en 2015 sur 1 million de touristes. Pour lui, c'était l'objectif à atteindre. Mais est-ce qu'il faut aller à 2 millions? Alors, par rapport au développement durable, au tourisme durable? Alors, le président a bien dit 1 million. Moi, je ne l'ai personnellement jamais entendu dire 2 millions. Non, mais je pose la question. Alors, justement, je pense que la question aujourd'hui, 2 millions de touristes, il faut quand même du flux. Il faut qu'il y ait du trafic. On est arrivé quand même à 1 million. On a dépassé le million. On a dépassé le million. C'était avant le confinement. Voilà, avant le confinement, sur 2019, on a dépassé le million. Tout flux. Donc, on l'a dépassé, donc on allait vers les deux. Non, on n'allait quand même pas vers les deux. Et puis c'est incluant le tourisme de croisière, incluant le tourisme régional, c'est-à-dire Martinique, de Guyane. Donc il fallait quand même qu'on ait un objectif chiffré. Vous savez, ce sont des indicateurs dont on a besoin. Et c'était aussi l'indicateur qui nous permettait d'arriver à un certain niveau d'entrée de devises. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable d'absorber le million, mais qu'il faut se poser la question de justement quel tourisme on veut dans le cas du tourisme durable. C'est ce qu'on appelle le tourisme de masse. Pas de masque, je dis bien de masse, c'est-à-dire au maximum de gens qui viennent, comme on a vu récemment, on m'a dit qu'il y a eu près de 40 000 touristes qui sont venus pendant la période des vacances. Alors, est-ce que ce type de tourisme vers 1 million, 1 million 2, 1 million 3, etc., il faut le continuer ou bien il faut revoir un petit peu, rétro-pédaler? Alors, c'est 1 million de touristes sur le territoire pendant une année. Ce n'est pas tout le monde qui arrive en même temps. Donc, effectivement, il y a du nombre, mais ce n'est pas une masse qui arrive en même temps sur le territoire. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur, 1 million. Mais bon, ils sont répartis sur tout au long de l'année, sachant qu'effectivement, on a des pics. C'est 1 million de bouteilles de coca qu'on va jeter, etc., de masques, de toutes sortes de choses aussi sur le territoire. Comme vous avez fait référence au tourisme mondial et à d'autres destinations, aujourd'hui, le tourisme de masse n'est plus du tout privilégié nulle part. C'est vraiment quelque chose qui est revu partout. On essaie vraiment de privilégier le tourisme de qualité dans le sens où on va sélectionner les cibles touristiques, leur apporter, bien entendu, il faut structurer le territoire pour leur apporter ce qu'il faut, structurer le territoire aussi pour mieux organiser les flux à l'intérieur du territoire. Quand je parle des flux, c'est-à-dire
les trajets des touristes et les trajets des Guadeloupéens pour qu'il n'y ait pas... il faut que tout le monde s'entende sur le territoire. Donc, le tourisme de masse, non, c'est plus du tout l'actualité. Oui. Là, on va sur du tourisme ciblé, aussi bien en termes de destination d'origine, enfin de pays d'origine, mais aussi sur les moments qu'on peut les avoir sur le territoire. Il y a 2 jours, Cap Excellence a fait un webinaire sur le tourisme mémoriel. Est-ce que ça, c'est une perspective? Oui, le tourisme mémoriel est une perspective pour nous, puisque justement, nous avons un patrimoine mémoriel assez intéressant sur le territoire, je dirais même très riche, et assez... en comparaison avec les autres destinations caraïbes. Donc oui, c'est un tourisme là où on cible qui vient et pourquoi faire, et peut-être dans des circuits maîtrisés. Et c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer, mais ça implique vraiment que ce soit quelque chose de qualité. Il faut vraiment mettre en place des produits derrière, parce que ce sont les produits qui vont faire que les visiteurs vont générer de la dépense et faire rentrer des devises sur le territoire. Alors, ça, c'est une réflexion que vous avez au CTIG et à la région, mais est-ce que les opérateurs, c'est-à-dire la filière, les Guadeloupéens qui vivent du tourisme, sont déjà conscients qu'il va falloir qu'ils revoient un petit peu leur paradigme? Oui, les opérateurs sont conscients qu'ils doivent gagner en qualité et augmenter leur offre pour pouvoir recevoir les clientèles qu'on va cibler. Alors bien entendu, ça implique une meilleure maîtrise des langues, puisque ce ne sont pas nécessairement du coup des clientèles francophones qui viendraient de l'Hexagone. Ça peut être ça va être des clientèles d'Orly, européennes, on pouvait prendre de Roissy, oui, on pouvait prendre des... C'était une aubaine, et Oui. on espère vraiment que ça peut se développer, parce que du coup, on peut facilement faire venir des Allemands ou des visiteurs qui viennent de pays qui ont plus accès à les Chinois, je ne sais pas si Les Chinois, ils voyagent beaucoup, les Chinois, en ce moment, et ils ont les moyens. Ils voyagagent beaucoup. On n'en a pas beaucoup vu chez nous qui fassent des visites. Non, mais est-ce que l'offre a été... est-ce qu'il y a une offre en cette direction? C'est-à-dire une communication, je veux dire. Pas encore. C'est pas un territoire cible de communication. D'accord, ni le Brésil. Le Brésil, on a envisagé, il a été envisagé de mettre en place des lignes aériennes vers certaines villes du Brésil. Alors, ce qui est intéressant avec le Brésil, c'est qu'effectivement, il y a de la population. Il peut y avoir de la population à forte capacité de dépenses. Mais après, est-ce que les Brésiliens sont attirés par des destinations comme la nôtre? Il faut toujours étudier les cibles qu'on va atteindre. Mais effectivement, ce sont des idées qui sont à l'étude. Oui. Pour les Américains, on laisse les Américains pour Saint-Martin? Ou bien on sera en concurrence avec Saint-Martin? Est-ce qu'on laisse les Américains pour Saint-Martin? Oui. Non, on est toujours sur en tout cas l'Amérique du Nord, Américains et Canadiens. Oui, ça reste encore une cible. Là, on a un problème de flux aérien et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Oui. Donc, on réfléchit aussi à ce qui peut être pérenne. C'est aussi ça le tourisme durable, mais on est encore sur ces cibles-là, oui. Alors, l'autre tourisme qui est en train de mourir, c'est le tourisme de croisière, parce que, outre la pandémie à l'intérieur des bateaux, mais il y a aussi tous les déchets en gaz carbonique, en CO2 que porte un bateau quand il arrive en Guadeloupe. Vous faites le lien avec le tourisme durable? Ben oui. Pour l'instant, de toute façon, la croisière, elle va, à mon avis, être adaptée. Elle ne va pas s'amuser, la croisière ne va pas s'amuser. Elle va pas s'amuser. En tout cas, elle va être adaptée. Oui. On réfléchit beaucoup à quel type de croisière aussi on veut accueillir. Est-ce qu'on prend beaucoup de bateaux? Est-ce qu'on prend des gros bateaux? Est-ce qu'on va sur du bateau de luxe? Donc, la croisière, c'est bien, c'est intéressant. Ça reste un vecteur de développement de l'industrie touristique, et en tout cas, on ne lâche pas la croisière. Mais effectivement, il y a des questions qui se posent sur... Vous invitez les Guadeloupéens à continuer à aller en croisière? On était un peu les premiers, assez nombreux à partir chercher du virus. Est-ce que vous... En ce moment, il n'est pas conseillé de partir en croisière. Puis de toute façon, il n'y a pas de bateau de croisière amarré à nos ports. Il y a de la publicité à commencer, quand même.
La publicité a commencé, mais c'est normal qu'il y ait de l'espoir quand même ce sont des grosses entreprises et il y a quand même, il faut vivre dans l'avenir. La publicité a commencé. Est-ce que non, je ne suis pas là pour engager les Guadeloupéens à partir en croisière. Je suis là pour faire venir mon métier, c'est de faire venir des touristes. Donc, D'accord. Alors, autre chose, Madame Vesno, responsable du tourisme à la région, est-ce qu'il n'est pas temps aussi que la région impulse une sorte de séminaire sur quel avenir pour le tourisme, comment repenser le tourisme? Parce que ce que vous dites aujourd'hui dans l'émission, c'est bienvenu, mais je ne suis pas sûr que les gens qui ont des gîtes, les taxiteurs, les vendeurs de bouquets, enfin, etc., tous ceux qui tournent autour du tourisme, à peu près combien de personnes vivent à peu près du tourisme, directement et indirectement? Vous avez une idée du chiffre? De personnes qui en vivent... Non, franchement, je me tromperais. J'ai une idée... 30 000, c'est ça à peu près? Après, c'est jusqu'où on va. L'hôtel, taxiteur, gîteur, ça fait quand même beaucoup de gens. Franchement, 30 000, ouais, ça peut être ça. Hein, oui. Alors, est-ce que, je reviens à la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'impulser une réflexion organisée, une sorte de séminaire ou webinaire, enfin, je ne sais pas, sur quel tourisme pour la Guadeloupe, quel avenir pour le tourisme guadeloupéen, de manière à ce que les gens soient en phase avec ce que vos réflexions, parce que ce que vous dites est très juste, mais il faudrait que ce message-là, il passe autrement que dans la ZCL. Oui, mais bien entendu, cette réflexion s'impose à nous depuis un bon moment. On en discute de plus en plus. Mais si vous voulez, en ce moment, la difficulté, c'est à la fois de répondre aux besoins opérationnels directs des opérateurs qui aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts en ce moment surtout à discuter à réfléchir. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse en même temps à comment on réagit et comment on tient le coup et effectivement comment on va s'adapter pour l'avenir. Mais certains secteurs le font. Comment on va se projeter surtout? Oui, comment on se projette, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre territoire, effectivement. Quand on écoute les avis médicaux en ce moment sanitaire, on a comme le sentiment que 2021, c'est un petit peu bis de 2022, le 2020. Hein. Donc ça veut dire que le Guadeloupéen ou l'opérateur qui vit du tourisme aujourd'hui commence à avoir des problèmes de trésorerie, même s'il y a des points de rebond, etc., PGE et tout, son activité est réduite. Mais s'il n'y a pas de réflexion qui est impulsée pour commencer à ouvrir de nouvelles pistes... Non, la réflexion, elle est impulsée notamment dans le cadre du tourisme durable. La réflexion, elle est impulsée parce qu'il faut qu'on trouve... Oui, mais ça, c'est global. Mais au niveau de la région, est-ce que vous pensez à un séminaire, quelque chose, à un moment donné où on va réunir les gens? Parce qu'il va bien falloir y arriver. Oui, on y pense. On travaille souvent par thématique et par secteur parce que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Partout. Voilà, partout. Les hôtels, c'est pas les mêmes problématiques que les meublés ou les gîtes. Le problème des taxis est aussi à prendre en compte. Le problème des parcs les gîteurs, les gîteurs voilà, aussi. Les gîteurs, par exemple, même entre les hôtels et les gîteurs, c'est pas pareil. Hein, donc oui, il va falloir qu'on ait une réflexion globale, mais nous, on travaille en ce moment en étant au plus près de nos opérateurs, en essayant de comprendre ce qu'ils vivent, comment ils s'en sortent et ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Mais oui, la question se pose, il va falloir à un moment donné qu'on discute tous ensemble sur cette stratégie. Et c'est la région qui va impulser ça, c'est-à-dire vous. C'est la région qui pilote la stratégie touristique et qui travaille avec l'ensemble des acteurs institutionnels et privés du territoire pour ça. Oui. Alors, autre question qui ne vous concerne pas directement, mais enfin, vous pouvez dire deux petits mots. Le carnaval, est-ce que vous êtes favorable à des déboulés marrons sauvages le week-end ou au contraire, faut-il adapter? Parce que les carnavaliers guadeloupéens, on a l'impression qu'ils ont déjà compris, eux. Les carnavaliers guadeloupéens ont compris. Les carnavaliers guadeloupéens ont pris du carnaval ce qu'ils pouvaient en prendre cette année. Ils vont prendre les vibrations du carnaval le dimanche quand ils y vont. Je pense qu'il y a une grande frustration de ce carnaval. Hein, mais le Guadeloupéen est surtout, moi je trouve, hein, on est vraiment dans la protection de notre famille, de nos proches et de nos concitoyens et de notre territoire. Donc, je crois que c'est déjà bien qu'on puisse avoir cette musique hein, qui est importante. Est-ce qu'il y aura des déboulés marrons j'ai pas comme l'impression. Comme en Martinique, par exemple. En Martinique... Ils sont particuliers. Écoutez, c'est une question d'ordre public, j'ai envie de vous dire. Oui. Effectivement.
Oui, c'est particulier. Je pense que M. je suis Balthus, que j'ai reçu l'autre jour, disait qu'il n'est pas favorable à ce genre de manifestation. Écoutez, moi, je suis comme tous les Guadeloupéens. Là, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on est très surpris de ce qui s'est passé. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Oui, M. Balthus vous a donné son point de vue. Il est le mieux placé pour la Martinique. Pour la Martinique. Vous ne voulez pas trop vous mouiller. En tout cas. Moi, chez moi, je suis contente que nous, on est tous contents en Guadeloupe, que les choses se passent, en tout cas dans la compréhension et dans la protection de nos proches. Alors, la dernière mesure, enfin, on en a parlé au début, mais très rapidement, c'est que désormais, pour entrer en Guadeloupe et même aller en Martinique, il faudra des motifs impérieux. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, pour un opérateur touristique? Pour un opérateur touristique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de flux. Il n'y aura pas de flux. En tout cas, il n'y aura pas de flux qui va certainement aller dans un hôtel ou un gîte, parce que celui qui pourra venir se aller déplacer, à l'hôtel, c'est pas impérieux. Voilà, c'est-à-dire que ce ne sont que des personnes qui vivent ici ou qui vont voir de la famille. Donc, effectivement, imposer un motif impérieux revient à réduire beaucoup les flux touristiques. Puis, Madame Vesno, on vous remercie d'être venue nous dire tout ça. On vous a écouté. On vous reverra dans un mois à peu près avec le CTIG. Non, cette fois-ci, il va le CTIG pour faire le point et on verra un peu ce qui se trouve. Il est 12h51. On prend un petit coup de micro-trottoir sur les coupures d'eau. C'est l'actualité aussi, puisque en ce moment, le Sénat vient d'adopter le PLL, le plan, ce qui avait été prévu pour l'organisation du syndicat mixte Vue de France par le ministère des Dom-Tom. Tout de suite, dans la rue, Olivier Félix et Maxime Morel. On regarde comment réagissent les Guadeloupéens. Ça peut être justifié. En même temps, il n'a pas potable. Donc, quand il faut payer par quota de l'eau, il n'a pas potable. Donc, c'est un gros problème. Et après, pour ça, dans ça, ils ont l'eau, détournement à l'argent, ils ont l'eau travail qui n'est pas fait, les conduites pas refaites, ils ont l'eau qui est faite. Et tous ces gens qui mangent là, ils ne sont pas là. Avec tout l'argent qui a été injecté pour faire les travaux, c'est pas logique qu'on soit encore coupé, quoi. C'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que chacun arrive à faire avec l'eau qu'il a. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas de réservoir, moi je pense à ceux qui sont dans les HLM, les choses comme ça. Malheureusement pour eux, c'est compliqué. Nous, après, on est en maison individuelle, c'est plus facile parce qu'on a un récupérateur d'eau. Mais je pense à ces personnes-là qui, pendant... on ne sait pas, 24, 48 heures, 72 heures vont être sans doute coupées d'eau, quoi. Ça va normal que nous coupons de l'eau qui peut même potable. D'accord? Et après, si on doit couper de l'eau, alors l'eau c'est vital. Donc on peut couper la lumière, mais on ne peut pas couper de l'eau à son malheureux. Surtout qu'il n'est pas potable. Et surtout à présent là, avec le problème ça, quand il arrive, c'est malheureux qui a payé. Donc quand vous voyez des factures, ce n'est pas possible. Et quand c'est les impôts qui passent par ça à présent, ils ne sont pas payés. Quand ils sont bloqués, donc quand arrive, c'est malheureux qui toujours payer ça encore. Je ça pas bon. Compte à moi, on y a le problème. Parce que si des niveaux, l'eau là pas qu'à monter. On y a un chauffe-eau solaire, on fait toujours à colin dire comme ça. On vieille femme comme moi, arrêtez de couper de l'eau, moi on payer. C'est vrai, c'est tous les jours. Depuis qu'on coupe de l'eau là pas qu'à monter dans les cases là. C'est dérangeant parce que des fois on se réveille le matin, il n'y a pas d'eau. Et certaines personnes n'ont même pas assez d'eau chez eux, ce n'est pas prévu, ils ne sont pas préparés. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. On est obligé de s'adapter, acheter de l'eau, des packs d'eau. Et voilà. J'essaie de faire avec, vous voyez. Et j'essaie d'avoir toujours un cas où. Comme ce n'est pas aux surprises qu'ils prennent, alors j'essaie d'être prête. C'est juste pour les enfants, c'est surtout pour les petits gens pour aller à l'école, on ne peut pas aller à l'école fermée. C'est ça quoi. Si même ces dames de cantine là, que je n'ai qu'à laver ces assiettes là, tout ça, que je n'ai qu'à travailler. Donc vous trouvez ça normal? Ça pas normal. Que je n'ai qu'à baigner sans de l'eau. Au fur et à mesure, pourquoi nous prenons en otage, mais au fur et à mesure on s'adapte. Moi je suis sur Saint-François, donc je restais 2-3 semaines sans eau. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 10 heures qu'on n'a pas d'eau et je ne suis pas habituée. Alors, nous mobiliser. Voilà, il est 12h58. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite
de ce ZCL, puisqu'on va recevoir dans un instant monsieur Martin Talus et ensuite Jean-Jacob Bicep et Thierry Césarus. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h03. Je vous l'ai dit, on va recevoir Jean-Jacob Bicep et Thierry Césarus, membre du collectif Guadeloupe contre violence à gendarme. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tout à l'heure, nous dit des petits mots. En attendant, on revient sur l'interview de Steve Courtin à propos du SIAG, quelques problèmes qui se posent. Résultat tout de suite avec cette interview, on regarde. Alors, nous mobilisons depuis vendredi passé parce que nous avons cherché des éclaircissements en l'air à venir en nous. Nous avons déjà bien averti que l'offre de l'eau ou arrêter de travail après un nombre de temps, il y a des incidents sur le réseau, il y a un paquet d'anomalies qui arrivent. Donc aujourd'hui, après presque 4-5 jours, nous avons remarqué que ça a commencé à arriver aujourd'hui là. Et tout le monde a commencé à paniquer et à affoler. Mais nous bien dit comme ça, nous avons respecté tout le monde. Nous dans la passivité, nous dans l'échange, nous dans le dialogue. Mais nous demandons de faire là, on seul c'était de réunir ces DCI là pour nous être au courant de ça qui a passé et qui a passé dans l'avenir en nous. Parce que c'est des mères et des pères de famille qui sont engagés, qui sont très stressés et ça compliqué de venir travailler au matin pour rendre un service pour les lendemains ou dehors. Fait tout le monde veut comprendre ça, mais on peut penser quand même que peuple ne peut comprendre ça. Voilà. Quand il a dit peuple ne peut comprendre ça, justement. Ouais, petit bon écho. Nous recevons donc Jean-Jacob Bicep et Thierry Césarus, membres du collectif Guadeloupe contre violence à gendarme. Il y a eu la semaine dernière un meeting à Pointe-à-Pitre. Il y aura un meeting demain, messieurs. Où en est-on de cette affaire? Alors, de cette affaire, pour l'instant, on n'a pas vraiment progressé sur le plan de la procédure, puisque, à part l'interview que nous avons eue du procureur de la République qui dit un certain nombre de contre-vérités, on voit très bien que l'affaire en elle-même n'a pas progressé. Je veux dire, des mesures, même pas des mesures conservatoires. C'est-à-dire que les deux fonctionnaires qui sont mis en cause continuent à travailler. Les deux gendarmes. Les deux gendarmes. Il n'y a pas de nom ailleurs. C'est deux gendarmes. C'est les deux gendarmes, oui. Deux militaires. Oui, les deux militaires. Mais il n'y a qu'à continuer à exercer tranquillement à ADE. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Dans ce genre d'affaires, normalement, il y a des mesures conservatoires. C'est-à-dire qu'on écarte les personnes le temps que l'enquête se fasse. Là, il y a une enquête de l'inspection générale de la gendarmerie. Il y a une enquête judiciaire conduite par le procureur. Il y a une enquête faite par la défenseur du droit. Ni trois enquêtes, et ni mesures conservatoires. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ça peut être que j'ai un fait à l'autre côté là en France. Oui, bien sûr. Alors, Thierry Césarus, ça nous peut dire quand même, c'est que le problème à gendarme avec Peuple Guadeloupe, ça peut être nouveau. Mais 52, 67, enfin, on peut mettre pas quelques exemples comme ça. Oui, crimes d'État. Sans parler des crimes d'État, 67, 52 et autres, qui Guadeloupe, qui Martinique, qui Guyane, hein, ça nécessaire, hein, dans le contexte actuel, que nous changions deux ou trois événements, que nous changions des mondes qui tombaient dans l'oubli. Hein. Ouais. Et premier coup de zier, nous pouvons faire un rétroviseur là, c'est changer le samedi 1er juillet 1978. Alain Jovignac, qui était 18 ans, il était joué au football en pied à fort au désert vers Zamiaï. Un militaire français, le nommé Christian Richerol, pas fait ni idée, il prend un fusil et il mettait qu'à tirer si haut. Alain Jovignac prend un balle, il tombait. Il mort avant, il était arrivé à l'hôpital. Il laissait une madame qui tenait 2 semaines de grossesse. Fille, pas j'ai connaître papa. Le vendredi 17 juillet 1981, section carré au Tibou, on dénommé Mougin en français, point fusil et il tirait en la Gilles Prudent. Gilles Prudent était une 17 l'année, il était en équipe cadet à l'Arsenal Tibou. Il tirait si, pas d'avoir, Tibou l'a monté cycloti, il pas fait ni un des fouillatés. Là, il a fait la constitution à faire. Là, jeune Tibou monté au créneau, il a assez voiture à gendarme, etc. Plusieurs gendarmes prennent coup. Mais là encore, il a organisé départ à Mougin, en Guyane. Et 2 ou 3 années après, il a jugé, il a reconnu des circonstances atténuantes. Ouais. Et il a déclaré en non-lieu. Celles âmes, Gilles Prudenteni, c'était ballon football. Hein. Ouais. C'était à l'école, c'était à Guadeloupe, était tout à venir à devant. Le 27 octobre 1983, Alphonse Josselin, qui était un petit bouc bouillante, était fait l'armée en Bretagne. C'était celle nègre à régiment Haï.
chef a pas fait ni une idée, il forcé des amorçons. Bon, il pas artificiel, il pas connaître rien dans ça. Bon, là chikaye. Le 27 août 84, Marius Marcoratus, c'est un petit bout qui était décidé pendant plusieurs années, il était insoumis, il était refusé de faire l'armée. Il décidait de régulariser la situation et lui-même a dit qu'à rentrer, il y a l'argent pour régulariser la situation. Il a trouvé mort en cellule là, il a dit c'est pani suicidé. Oh, famille a dit c'est impossible. À dans disposition était là, il rendit l'argent que ça a été fait. Le 20 janvier 85, c'était Sylvestre et Théophile. Ah oui. Non, le 20 janvier 85, c'était 20 gars d'Assami Joseph. 20 gars d'Assami Joseph. Ça a été fait une simanité particulière. On dénommé Jaoki, point impossible et fouillaté. Il vivait en bas en 4 planches à Casamance en Guadeloupe. Il a dit c'est vérifié, Jaoki était qu'à vérifier si le fusil a été chargé ou la partie. Ouais. Le 17 novembre 85, nous savons. Le 18 novembre 85, nous savons qu'à arrivé Charles-Henri. À l'époque, pour le procureur Dupuis a menti à ce qui était passé. Il a délocalisé l'affaire là et il vient juger entre le 9 et le 11 mai 90 à la cour d'assises de Paris. Et dans le journal Le Monde, le 13 mai 90, où Tepeli, l'adjudant Masse jugé coupable, est acquitté. Il était pris en garde d'entretien, puisque là, ça fait qu'il était maréchal du logis, mais il a été déjà adjudant les royaux jugés. Alors, c'est 2 ou 3 exemples là. Ça, on y a Hachi, qui ont jeune Tibou, qui a forcé plonger. Non, Hachi, il a été forcé plonger dans un fleuve en Guyane pour récupérer 11 armes et il m'a nié. Avec nous, on gêne aussi que les gendarmes étaient arrêtés. Ouais. Décembre 2017, Didier Assor prend 8 balles dans le cas d'interpellation. À gendarme, je dis ça là, je dis aujourd'hui, famille a attendre, pas ça, il n'y a pas une suite à faire là, ça pour savoir qui passait exactement, en qui genre, Timounayo peut prendre 8 balles en bas, mais à gendarme. 21 novembre 2020, Jean-Claude Pierre. Alors, qui point commun à toutes ces affaires-là, ça? Yon, c'est les Guadeloupéens pas de gâcher pour montrer. Yon pas tenu bons hommes. Charles-Henri, c'était sacré l'école là avec Aïe, qui était en maille. Gilles Prudent, c'était ballon football là. C'est des affaires, c'est des crimes qui ont un caractère raciste. 3, en dehors à Christian Richerol, qui a assassiné Alain Jovignac et qui prend 9 années de prison pour ça, c'est des crimes qui restaient impunis. 4, il n'y a aucun impliqué représentant la loi, les forces de l'ordre. Mais qui loi? Qui l'ordre? L'ordre colonial. La loi coloniale en Guadeloupe. Ouais. Et pour Charles-Henri, procureur Dupuis, il a menti. Pour Gilles Prudent, procureur a menti. Jodla, procureur qui est concerné par l'affaire, qui n'y a charge affaire à Claude Jean-Pierre, qui a menti, il avait fait mon quoi que Claude Jean-Pierre, c'est ton alcoolique qui était risqué pour la fuite et que ces gendarmes-là fait ça, il fait ça a été faux dans les conditions qui étaient faux le mieux possible. Alors, par rapport à ça, ça nous a dit à niveau comité là, c'est que nous n'avons pas le choix. Il faut nous en mesure de créer un rapport de force, de façon à ce que la vérité et la justice éclatent. Et ça, c'est tout son fois pour une fois. Ça veut dire répondre présent, qui c'est en meeting, qui a d'autres mobilisations à faire, puisque ces affaires-là, ça, l'histoire a montré nous que c'est des affaires qui longues. Ouais. Et qu'il y a cherché, préparer l'opinion publique aux gens, de façon à ce qu'il fait ça, il vient à faire quoi il fait pour effacer. Deuxième bit qu'on a pensé, c'est que, dans le contexte actuel là, en Guadeloupe, qui m'a foutu ça, pays en nouvelle, femme en nouvelle, terre en nouvelle, langue en nouvelle, musique en nouvelle. Pays Guadeloupe sont bel pays. Alors, je dis là que pour que ça respecte nous en pays en nous, pour ces ça pas fait, faut nous apprendre faire pep. Apprendre faire pep, ça veut dire nègres, indiens, blancs, pour noirs, pour chapé, milates, syriens, producteurs, artistes, fonctionnaires, chômeurs. Nous sommes le peuple, c'est peuple Guadeloupe. Mais peuple en soi, qui t'en un peuple pour soi. On nous apprend à faire peuple pour nous ça, protéger ça qui nous fait prospérer. On nous apprend à faire peuple pour que ça respecte nous payer nous c'est ça pas fait encore. Ça c'est nous crois que ça c'est la tâche actuelle pour un jour nous peut dire t'es pas tao, pays la pas tao.
Je rappelle quand même que ni plus de 15 organisations qui semblaient à un collectif, 16 organisations qui semblaient à un collectif contre violence à gendarme. Et donc demain, il y a un deuxième meeting, mais ça peut arrêter là. Oui, demain nous avons fait un meeting Bastet. Donc c'est devant rond-point à 4 Chouval, devant statue à Géotier Archimède, donc à partir de 6h10 midi soir. Donc nous avons crié tout le monde de venir en meeting là ça. Et aussi dimanche, nous avons fait en manifestation à ADE. Et là, effectivement, nous avons continué la campagne d'explication là que nous commençons là et de sensibilisation là. Mais c'est aussi pour occuper des. Ça veut dire que des viennent en sorte d'enclave où les gens qui sont sortis en France qui ont pensé qu'il y a plus à Casayo que les Guadeloupéens qui Guadeloupéens. Donc nous avons fait manifestation là derrière. Alors nous avons crié tout le monde venir puis tambour azot, venir derrière parce que nous avons fait effectivement en manifestation où nous parler, faire un meeting d'explication, mais aussi nous avons joué musique à Guadeloupéen. Parce que c'est qu'on l'auto à peine là, c'est qu'on coq-là qui a chanté là, ça fait partie à Kilti en nous. Et c'est nous devons faire respecter Kilti en nous en Guadeloupe aussi. Donc nous avons pensé des rendez-vous là, ça y est, c'est demain. Oui, et l'autre là, dimanche à DE. Et c'est parce que Bouta a fait là ça. Son affaire, il faut arriver à Bouteille quand même, au moment donné. Et parmi les choix, il faut nous arriver à un rapport de force pour imposer la justice et la vérité. Tout à fait. Bien. Mais nous avons noté ça. Il est exactement 13h15. Est-ce que nous pouvons voir vidéo à Montalus, Madame Talus, Martine Talus, c'est OK? Oui. C'est la représentante de l'ESPER en Guadeloupe. Elle est venue hier. Voilà, c'est parti. Merci, messieurs. Et à don d'autres soleil. C'est la dernière fois que je viens. Très fort. Comme chaque jeudi, c'est la chronique de la mutualité sociale et solidaire. Aujourd'hui, on va recevoir la CRES et particulièrement, on va parler de l'ESPER, la sensibilisation du milieu scolaire à l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, on reçoit aujourd'hui Madame Martine Talus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante régionale de l'ESPER et j'avoue que je ne savais pas ce qu'était l'ESPER. Alors, vous allez nous expliquer c'est quoi l'ESPER? Alors, l'ESPER, c'est un acronyme qui signifie Économie sociale, partenaire de l'École de la République. Et en fait, l'ESPER regroupe plusieurs organisations, des mutuelles, des associations, des syndicats, des coopératives. Elle existe depuis 2010. Et en fait, ces organisations ont pour but de promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes de la maternelle à l'université. Et pour résumer, on pourrait dire qu'on explique aux jeunes les valeurs et les principes de l'ESS, en fait. Alors, concrètement, Mme Talus, que fait l'ESPER pour sensibiliser les élèves, justement, à l'économie sociale et solidaire? Eh bien, nous avons plusieurs dispositifs. Tout d'abord, la semaine de l'ESS à l'école, qui a lieu généralement. Les enfants côtoient les professionnels de l'ESS qui viennent à leur rencontre dans les établissements. Les élèves peuvent aussi aller dans les structures de l'ESS. Les enseignants peuvent aussi, au cours de cette semaine, présenter des projets qu'ils ont menés tout au long de l'année. Et en fait, nos interventions sont ludiques, interactives et elles permettent de faire participer un maximum d'élèves. Le deuxième dispositif, c'est mon ESS à l'école. C'est un projet. En fait, les élèves, surtout collège et lycée, vont créer leur propre entreprise de l'ESS. Donc, c'est un projet collectif, citoyen et entrepreneurial. Les élèves sont acteurs même des apprentissages. Et enfin, le troisième dispositif non des moindres, c'est un portail pédagogique ressourcesess.fr qui est à disposition de tous. Il y a plus d'une centaine d'outils qui sont mis à jour régulièrement. Il y a un comité scientifique qui est composé de chercheurs, d'inspecteurs, d'enseignants qui se réunit régulièrement à l'ESPER pour achalander le site. Et les enseignants peuvent avoir des outils divers comme des films, des DVD, des CD, des jeux, des puzzles, des témoignages. Donc en fait, c'est assez diversifié. Vous êtes vous-même enseignant. Est-ce qu'on peut dire que les enseignants sont sensibilisés à l'ESPER? Oui, effectivement. Chaque année, nous organisons déjà un stage qu'on appelle le stage CEFPEP. C'est au mois de mars, pendant la semaine de l'ESS. Nous récupérons une vingtaine d'enseignants. Ils sont en immersion dans une structure de l'ESS, tout frais compris, du matin jusqu'au soir. Et en fait, on leur présente les outils pédagogiques, on leur donne des pistes de travail et on leur présente les structures.
Nous avons aussi organisé avec la CRES des îles de Guadeloupe un webinaire au mois de novembre, durant le mois de l'ESS, sur les enjeux de l'ESS. Et on s'est rendu compte que les enseignants qui ont participé ont été très enthousiasmés. On avait un public divers, cela dit. On avait des directrices, on avait des professeurs de collège, des enseignants de la maternelle au CM2. Ils ont dit qu'ils allaient en fait utiliser nos outils dans leurs établissements. Il faut savoir quand même que beaucoup de projets ESS ont lieu dans les établissements, mais les enseignants hésitent quand même à les valoriser. Donc nous, on les encourage à nous contacter, comme ça ils peuvent utiliser nos moyens humains et matériels pour mener à bien leurs projets. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure la CRES des îles de Guadeloupe, qu'on commence à connaître ici, mais comment la CRES contribue à la sensibilisation à l'ESS en milieu scolaire? Dès le plus jeune âge, on essaie effectivement d'inculquer aux élèves les valeurs de démocratie, d'utilité sociale, d'intérêt public, de solidarité, de laïcité. Et en fait, la CRES des îles de Guadeloupe a signé avec nous un accord cadre de partenariat. Donc, c'est un accord entre le rectorat, la CRES des îles de Guadeloupe et l'ESPER. Donc, ce qui nous donne toute légitimité pour intervenir dans les établissements scolaires. Et avec ceci, la CRES met à disposition ses adhérents, ses partenaires, de manière à aller vers le public scolaire. Et la CRES des îles de Guadeloupe, bien sûr, ces actions sont soutenues par l'État, la région, le département, le Fonds social européen. Donc, nous avons quand même matière à faire pour aider le public jeune guadeloupéen à se former pour demain. Alors, Mme Talus, ça va être l'avant-dernière question. Nous sommes en période de pandémie. Alors, comment, pendant cette pandémie, l'ESPER et la CRES se sont mutualisés pour travailler? Eh bien, on s'est adapté. La semaine de l'ESS qui aurait dû avoir lieu au mois de mars, on l'a reportée avec l'aide de la CRES au mois de novembre. Donc, elle s'est tenue durant le mois de l'ESS. Nous avons pu faire des interventions dans les établissements en respectant les gestes barrières. Nous sommes satisfaits du résultat et les enseignants continuent de nous solliciter. Nous avons déjà pris des contacts pour la prochaine semaine de l'ESS qui aura lieu du 22 au 26 mars 2021. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Enfin, quelques semaines, on va dire. Alors, si un enseignant qui nous regarde ou des enseignants qui vous regardent en ce moment veulent savoir un peu plus sur l'ESPER? Alors, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter. Donc, au 06 90 34 31 40 ou au 06 90 44 11 17 ou alors sur la messagerie talus.martine@orange.fr. En tout cas, merci. On prend rendez-vous déjà pour le mois de mars, pour la semaine de l'ESPER à l'école. D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Mme Talus. Et à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour une autre chronique de la Mutualité française. Cette fois-ci, ce sera sur la mutualité. Et aujourd'hui, c'est sur la CRES. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, 13h21, tout de suite, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr cette opération Escargot qui a un petit peu bloqué la circulation depuis ce matin. Ce sont les salariés, vous le savez, des sablières de Rivière-Sens et de Déhay. On regarde un peu ce reportage qui donne un petit peu la tendance de ce qui s'est passé. Dans un instant, après la pause, on va retrouver Nathalie Jacobi-Coali, chroniqueuse juridique, dans un instant. On revient à l'actualité. Aujourd'hui, nous, on arrive là vers les sabliers de Guadeloupe, Kaya Déhay et aussi pour l'hôpital Beaupertu, que aujourd'hui, nous en grève. Et j'ai eu un moment, aujourd'hui, que la grève a perduré. Nous avons assisté vers les hommes politiques, l'ADEAL, le préfet, et nous avons constaté que pour le monde pas arriver à trouver une solution pour nous. Nous bien comprenons aujourd'hui que c'est qui nous peut trouver solution nous, mais c'est cette solution que nous, c'est prendre chemin là. Nous devons bien comprendre que ça a gêné certains monde, mais chaque monde a des problèmes à eux. Aujourd'hui c'est des camarades qui là, mais demain c'est nous aussi peuple Guadeloupe. Mais comme les fait, c'est tout comme ça en Guadeloupe, hein. Tout le temps c'est comme ça, hein. Donc c'est devenu une habitude. Hein. Pour moi, on parle que c'est normal, mais depuis en l'an 30 ans revenu au pays, tout le même bien là, à force ça devient une habitude. Pas faire attention. Alors il faut nous mobiliser nous ensemble. Et quand nous avons dit, hein,
nous commandons aujourd'hui que tout Guadeloupéen mette en conscience et en ballon, puisque nous, chaque nos difficultés, en nous mettons ensemble pour faire ces messieurs respecter Guadeloupéens en pays Guadeloupe aujourd'hui. Mais c'est là nous y est. Voilà, 13h23, on prend la deuxième pause et je vous l'ai dit, on se retrouve dans un instant pour la chronique juridique avec Nathalie Jacobi-Coali. Qu'on salue. Bonjour Nathalie. Bonjour Daniel. On va parler de quoi aujourd'hui? La séparation de fait et la séparation de corps. A tout de suite. Voilà, il est exactement 13h30. Nos deux chroniqueuses sont là. Dominique, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on va parler de... Tina Turner. C'est qui? C'est qui ne connaît pas Tina Turner? Moi. Ah bah, tu vas découvrir alors. Ah, je vais découvrir. Bon, pour l'instant, on revient à une chronique juridique. C'est à vous mettre. Générique, c'est parti. Je vais mettre en question si Maître Jacobi-Coali, bonjour. Bonjour Danick. Alors, on va parler de la séparation de fait et la séparation de corps. Tout à fait. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Séparation Eh ben. de fait et le... C'est pas de fait, de fait, non. De fait. Ah, de fait. Ah, d'accord, de fait. D'accord. Alors, on y va. Alors, explication. Alors, qu'est-ce que la séparation de fait? Donc, la séparation de fait, au contraire de la séparation de corps, ne résulte d'aucun jugement. La séparation de fait n'est pas encadrée par la loi. Elle désigne une situation non officielle où les conjoints mariés ne vivent plus ensemble. Donc, il y a séparation de fait dès lors que les époux non mariés ne vivent plus ensemble et qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire. D'accord. Mais alors, quelles sont les conséquences de la séparation de fait? Alors, dans la séparation de fait, les époux sont toujours considérés comme mariés. Par conséquent, les obligations du mariage subsistent, à savoir que les conjoints se doivent fidélité, secours, assistance. Également, les conjoints n'ont pas le droit de se remarier. Ah. Bah oui, ils sont juste séparés de fait. Il n'y a Ah oui, pas de... Ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Ensuite, concernant les règles de succession, elles ne changent pas. Et enfin, une personne séparée de fait aura toujours l'obligation de payer les dettes de son conjoint. Donc, il y aura toujours une obligation de dette. Oui. Alors, quelle est la différence donc, entre la séparation de fait et la séparation de corps? Alors, pour la séparation de corps, elle est encadrée juridiquement, tandis que la séparation de fait, elle est officieuse, tandis que la séparation de corps, elle est officielle. D'accord? Donc, dans ce cadre, il faudra saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter une séparation de corps. Mais juste une précision, la séparation de corps, c'est une espèce de divorce qui ne dit pas son nom? Non, pas du tout. Donc, c'est pas encore un divorce? Non, c'est pas un divorce. C'est pour ça que les deux termes ont un nom bien spécifique. Séparation de corps, on est toujours marié. Lorsqu'on est divorcé, on n'est plus marié, donc on peut se remarier. Tandis que lorsqu'il y a une séparation de corps, on peut Mais sur pas se les remarier. obligations alors? Donc justement, on va y venir. Donc déjà, concernant la séparation de corps. Donc là, c'est encadré juridiquement. Donc pour obtenir une séparation de corps, il faudra saisir la juridiction compétente. Les deux personnes, le couple, les deux conjoints? Alors, ils peuvent Mais c'est une saisir. seule démarche. Non, ils peuvent saisir. Donc, justement, je vais y revenir. Donc, Oui. concernant la procédure, c'est vrai que ça sera exactement la même procédure qu'une procédure de divorce. C'est pour ça que lorsque moi, je peux avoir des clients qui viennent me voir pour une séparation de corps, je vais bien leur expliquer que c'est la même procédure. C'est juste que la finalité, vous êtes toujours mariés. Oui. D'accord? Donc, concernant la séparation de corps, donc comme c'est pour les... Ça pourrait demander pour les mêmes motifs qu'un divorce, à savoir par consentement mutuel. Donc là, à ce moment-là, les deux époux sont d'accord, ils viennent ensemble pour demander une séparation de corps. Ça pourrait être une séparation de corps acceptée, une séparation de corps pour faute ou une séparation de corps pour rupture de la vie commune. Donc c'est pour les mêmes motifs qu'un divorce. Donc il en existe 4. Ils peuvent vivre dans la même maison à ce moment-là? Avant de faire la demande de séparation de corps, généralement, ils vivent toujours dans la même maison. Mais ils peuvent très bien déjà être séparés si après ils demandent une séparation de corps pour rupture de la vie commune. Donc ils sont pas obligés, ils peuvent ne pas être dans la même maison? Ils peuvent très bien ne plus cohabiter ensemble. Ils peuvent l'être aussi? Tout à fait. Mais pas dans
Non, mais souvent, ils vivent toujours ensemble. Pas dans le même lit quand même. Bah, en fait, la différence entre la séparation de corps... De corps, oui. Non, parce que faut bien comprendre, c'est que la séparation de corps, oui. lorsqu'il y aura un jugement qui sera rendu, ça va juste vous donner le droit de ne plus vivre ensemble. Car il faut savoir que lorsqu'on est marié, il y a également l'obligation de cohabitation. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes séparés de corps, vous serez autorisé par le juge à vivre séparément. Parce que lorsqu'on est marié, normalement, il faut demander au juge de vivre séparément. Bien sûr. Tandis que lorsque c'est une séparation de fait, on ne demande rien, on ne demande aucune décision de justice, on décide de vivre séparément. D'accord. C'est un délit, ça, la séparation de fait? Non, c'est pas un délit, c'est juste que c'est pas encadré juridiquement. Mais comme vous décidez seul ou ensemble de vivre séparés, les obligations du mariage subsistent. Donc les conséquences peuvent être graves. Parce que si vous êtes juste séparés de fait, sans l'accord de l'autre conjoint, l'autre conjoint peut très bien vous assigner, vous faire un divorce pour faute. Parce qu'il y a toujours l'obligation de cohabitation, et il y a toujours l'obligation de fidélité, il y a toujours le devoir d'assistance. Donc si vous vous séparez de fait et que vous avez une nouvelle relation, vous n'avez pas respecté l'obligation de fidélité qui est une obligation du mariage. Et si également vous quittez le domicile conjugal et que vous avez des enfants communs et que vous ne vous occupez plus des enfants, c'est également une faute. Donc là encore, l'époux pourra très bien vous assigner en divorce pour ce motif. Ou on pourra très bien aussi porter plainte pour délit d'abandon de famille. Si vous ne vous occupez plus de vos enfants, ça constitue un délit. Tout à fait. Et quel est le tribunal qui est compétent dans ce cas? Alors, ça sera le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des époux. Alors, la question technique, est-ce que pour ces situations, on a besoin d'un avocat ou d'une avocate? L'avocat, un avocat ou une avocate. L'avocat est obligatoire pour solliciter une séparation de corps. Car il faudra une assignation et les deux époux devront être assistés par un avocat. Donc ce qui va se passer, c'est que si un des deux époux n'est pas assisté par un avocat, donc ça sera l'époux qui sera en défense, le juge ne pourra pas l'entendre. Il ne pourra pas entendre ce qu'il souhaite dire. Donc c'est pour ça qu'il aura besoin d'être assisté par un avocat, parce que l'avocat va porter sa voix. Comment se déroule une procédure de séparation de corps? J'ai pas entendu la question. Comment se déroule une procédure de séparation de corps par consentement mutuel? Par consentement mutuel, donc c'est exactement la même procédure que pour un divorce par consentement mutuel. À savoir qu'il y a deux cas de figure. Soit ça sera le notaire qui sera compétent, soit, et là encore, comme je vous ai dit, il faut que chacun ait son avocat, soit ça sera le juge aux affaires familiales seulement si un des enfants mineurs souhaite être auditionné. Et pour les autres motifs, comment ça se déroule? Alors, pour le cas de la séparation de corps, pour faute assistée ou pour rupture de la vie commune, ça va se passer en deux phases. À savoir qu'on va assigner en séparation de corps. Donc, dans cette assignation, on va pas mettre le motif de la séparation de corps. Donc, il y aura une première audience, une audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de cette audience? Donc, si les époux ont des enfants mineurs, donc il faudra décider chez qui les enfants vont résider, donc chez qui la résidence sera fixée. Il faudra également statuer sur une éventuelle pension alimentaire. Si un des époux est dans le besoin, à savoir qu'il a des revenus moindres que l'autre, lorsqu'on est marié, il existe le devoir de secours. Donc un des époux pourra demander une pension alimentaire à l'autre époux au titre de devoir de secours. Et comme la séparation de corps vous autorise à vivre séparément, il faudra également déterminer qui reste dans le domicile conjugal et qui doit se reloger ailleurs. D'accord. Et quelles sont les conséquences donc de cette séparation de corps? Alors, la conséquence de la séparation de corps, donc déjà concernant le régime matrimonial. Donc si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, donc ça ne fera pas de différence sur le régime matrimonial. Par contre, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui est généralement la quasi-majorité des cas, donc il faut savoir que lorsque vous êtes séparés de corps, vous serez désormais mariés sous le régime de la séparation de biens. Ce qui veut dire qu'il faudra liquider le régime matrimonial si vous avez des biens communs, donc des biens immobiliers. Donc il faudra désigner un notaire pour procéder à cette liquidation du régime matrimonial. Donc, ensuite, concernant là, les dettes, donc, vu que vous serez marié sous le régime de la séparation de biens, si un des époux décide d'acquérir un bien, ça deviendra un bien propre.
D'accord. Et donc là, effectivement, le juge va vous autoriser à vivre séparément. C'est bien pour cela que je disais que c'est un petit divorce quand même, la séparation de cours. C'est pas un divorce parce que les C'est pas un obligations vrai du divorce, non, je veux dire. c'est pas un divorce du tout. Oui. Parce que là, le juge vous autorise juste à vivre séparément. Toutes les obligations du mariage demeurent. Donc vous devez rester d'accord. fidèle. Il y a Ah, on toujours doit le rester devoir fidèle quand même. Oui, vous êtes toujours marié, donc il y a toujours le devoir d'assistance et il y a toujours le devoir de secours. Toutes les autres obligations du mariage demeurent. La seule obligation du mariage qui n'existe plus, c'est l'obligation de cohabitation. Bien, j'espère que ça a été très clair pour les gens qui sont intéressés. Et si vous êtes en train de divorcer, De divorcer, c'est un peu hein? tard. Oui. Parce que généralement, oui. Oui. Bon, si vous avez raté, en tout cas, le Facebook existe sur mon Facebook Live. Vous avez la possibilité de retrouver tout cela sur le Facebook du ZCL ou de Canal. Rapidement, avant de passer à la chronique musique, afro-musique, très rapidement, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la signature au Pôle emploi d'une convention entre Petit-Bourg et le Pôle emploi. On revoit tout de suite ce reportage de Maxime Morel et on revient tout à l'heure à la musique. Effectivement, comme vous dites, c'est une deuxième signature de convention avec Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est une convention qui concerne plus spécifiquement les demandeurs d'emploi en grande difficulté, soit difficulté de santé, financière ou encore de logement ou de mobilité. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement spécifique et personnalisé. Donc, c'était très important pour nous que nous puissions permettre d'accompagner au mieux surtout ceux qui ont le plus besoin. Le Pôle emploi accompagne des publics parfois fragilisés à cause de problèmes de mobilité, de logement, de finances. Donc du coup, ce partenariat, c'est la traduction de la volonté de faire ensemble et de ne pas faire seul. Puisqu'en fait, avec ce partenariat, nous mutualisons les moyens avec la ville de Petit-Bourg qui a à sa disposition et qui des assistances sociales qui apportent des réponses au niveau social et Pôle emploi mobilise ses conseillers pour apporter des réponses au niveau professionnel. Et du coup, ça fait une approche beaucoup plus globale pour permettre justement la réinsertion des personnes. Voilà, il est exactement 13h41. Je vous l'ai dit, on va parler musique, on va découvrir une grande star de la musique afro-américaine. Elle s'appelle Tina Turner, comme on dit en anglais. Avec l'accent. Oui, avec l'accent. Tout de suite générique et on salue l'arrivée de Dominique, qu'on ne voit pas assez souvent dans le ZCL. Afro-musique by Dominique Vénéré. On dit Dominique Vénéré? Non, on dit Vénéré. Ah, on dit Vénéré? Clairement, alors, on dit vous êtes Vénéré. Oui. Alors, Tina Turner. Ouais. Donc, qui ne connaît pas Tina Turner? il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, alors on va... C'est d'une autre génération, hein, attention. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Elle n'a pas 20 ans, Tina. Non, elle a 80 ans, 83 ans même. Elle est née en 39. Elle chante toujours? Non. Elle a arrêté, elle a été malade, je crois, récemment. Oui, on va en parler. D'accord. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on va lancer le diapo. Donc, Tina Turner est née le 26 novembre 1939. Anna Mae Bullock, à Nutbush, dans le Tennessee. Ses deux parents sont employés d'usine. Son père est assez violent et finira par abandonner sa mère. Tina et sa grande sœur Aline seront provisoirement élevées par l'école Flag Grove à Haywood Country. Et pendant cette période assez instable, elles découvriront le chant dans la chorale de l'église. Elles retourneront vivre avec leur mère en 1956, qui depuis est repartie dans le Missouri. En 1957, Mae fera la rencontre de Ike Turner au club de Manhattan. Ce dernier est musicien et se produit dans un groupe de rock appelé le King of the Rhythm. Un jour, elle n'hésite pas à lui demander carrément est-ce qu'elle peut monter sur scène chanter. Il accepte. Et plutôt impressionné par sa voix, il l'engage alors qu'elle a à peine 18 ans comme choriste dans son groupe. Elle a l'occasion de pouvoir prendre la place d'une chanteuse qui ne s'est pas présentée à une audition et elle interprète la chanson A Fall in Love qu'elle enregistre avec le groupe et cette chanson fera un tabac. On va en écouter un extrait. Pas de son.
À ce moment-là, Ike a déjà une emprise sur elle et il change son prénom en Tina et son nom en Turner. L'homme est pourtant violent, addict à la drogue et égoïste, et il finit quand même par la convaincre de devenir son épouse, juste parce qu'il a besoin de récupérer la garde de ses enfants de sa précédente femme. Ils se marieront en 62 et ils auront un fils qui s'appelle Ronald. Durant cette décennie, Ike et Tina seront au top de leur carrière commune. La musique émancipe totalement Tina, qui sur scène est unique, que ce soit en tant que chanteuse, en tant que danseuse, elle électrise son public durant les concerts. Tina accomplira des performances inoubliables sur scène et le couple enregistrera beaucoup de titres ensemble qui connaîtront un vif succès. On écoute River Deep Mountain High. Mais je l'entends là, le son. Hein. Voilà, il y a un tout petit problème de son entre la machine et ce qui a été enregistré, ce qui fait qu'on a un petit déficit de son. On va quand même continuer, on va voir si ça s'améliore au fur et à mesure. La suite. Alors, je ne sais pas si le public a entendu. Ensuite venait donc la chanson Come Together, qui est une chanson qui a été écrite par John Lennon et Paul McCartney. Ce sont des Beatles. Exact, et que le groupe a repris. Tina et Ike a également repris. Alors, je ne sais pas si le problème de son est réglé. Un extrait de ce... Non plus. Non, on a un problème sur la bande son. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Bon. On va faire ça. Alors pendant ce temps, Ike devient totalement accro. On peut au moins avoir les images quand même, je pense, oui. Oui. Donc il devient totalement accro à la cocaïne et ses problèmes de drogue commencent à se faire ressentir sur la profession. Le nombre de contrats commence à décliner. On est à peu près au milieu des années 70 et plusieurs concerts sont annulés et les ventes de disques également décroissent. On apprendra plus tard que cette atmosphère engendrait des disputes assez fréquentes dans le couple et que Tina subirait des violences physiques. C'est pas subirait, c'est même elle a subi des violences physiques répétées durant son mariage. Tous les titres qu'ils chanteront n'atteindront pas forcément le même succès, mais pourtant le couple est acclamé par Elvis Presley, les Rolling Stones, dont ils feront d'ailleurs la première partie, mais aussi par David Bowie, Janis Joplin, Cher, James Brown, Ray Charles ou encore quelqu'un comme Elton John. Alors, il y a eu un titre également qui a été très célèbre, qui s'appelle Proud Mary, et qui a obtenu les Grammy Awards pour la meilleure performance vocale. On n'a toujours pas le son. Toujours pas de son. Ah, c'est bizarre, ça. Non, ça passe pas. Continue. Alors, ce titre, Proud of Mary, permet à Ike d'acheter son studio d'enregistrement. Et il enregistrera d'ailleurs l'un des premiers albums de son épouse dans son propre studio. C'est dommage qu'on ne puisse pas entendre parce que ce sont des titres qui sont quand même assez connus. Et malheureusement, là, j'avoue que je ne sais pas ce qui se passe avec ce son. Tu veux pas qu'on arrête et qu'on fasse ça plus tard? Parce que c'est... Ouais, c'est quand même dommage. Ouais. Je crois qu'on va arrêter donc le défilé des musiques sans son. Oui, parce que la chanson... oui, sans son, ça n'a pas intérêt. Et je pense qu'on va essayer de régler le problème du son. Et Dominique reviendra dès que possible pour cela. Mais oui, parce que c'est important qu'on ait quand même, qu'on parle d'un chanteur ou d'une chanteuse, qu'on ait le son. Oui, surtout une personne comme Tina Turner, qui a quand même eu énormément de tubes, qui a eu énormément de récompenses. On ne peut pas parler de Tina. Voilà, on peut pas. Sans la musique, c'est pas possible. Sans l'écouter, sans la musique. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. On demande aux téléspectateurs de nous excuser. Ce sont les choses qui arrivent dans le direct. Et on prendra les mesures qu'il faut pour avoir cette qualité et ce son. Donc ce n'est que partie remise. Je reviens la semaine prochaine. Oui, tu reviendras la semaine prochaine. Pas de problème. Tout problème, il y a une solution. Absolument. Et Tina, tu n'es au son, il va faire. Bon, alors voilà, on est arrivé au bout du ZCL. Il est exactement 13h et presque, quand même, il est déjà
13h55. Je rappelle que nous avons eu comme invité Agathe Vincenot, qui est directrice du tourisme de la région Guadeloupe. Elle nous a expliqué qu'aujourd'hui, la région entame une réflexion sur l'orientation du tourisme. Quel tourisme pour la Guadeloupe? Puisque vous avez dû l'entendre, aujourd'hui, le gouvernement français a décidé que pour entrer en Martinique et en Guadeloupe, il faudra des motifs impérieux. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus ni entrer ni sortir sans motifs impérieux de ces territoires. Et donc ça signifie que les touristes ne seront pas là pour la deuxième vague qui était prévue pour le mois de février. Mais ça signifie aussi que l'industrie touristique guadeloupéenne ou martiniquaise sera en grande difficulté et qu'il faut donc penser à un autre type de tourisme, ce qu'on appelle le tourisme de développement durable. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Martine Talus, la correspondante de l'Esper en Guadeloupe, est venue pour la chronique de la Cresse. On l'a entendu, elle a expliqué ce que c'était que l'Esper. Et puis on a reçu aussi Jean-Jacob Bicept et Thierry Césarus, membres du collectif Guadeloupe contre violence à gendarmes. Ils ont parlé de cette manifestation qui aura lieu demain à Basse-Terre et dimanche à Déé, puisque vous savez que depuis la mort suspecte de Clodo, celui qu'on appelle Clodo Adéer, on n'a toujours pas la vision réelle de ce qui s'est passé en dehors de la vidéo. La vidéo a été vue par les avocats, le collectif d'avocats qui a expliqué que Clodo avait subi quelques violences. Le procureur lui a dit exactement le contraire. Pour lui, tout va bien. Ce qui fait que les 2 militaires qui ont arrêté Clodo sont toujours en liberté. Ensuite, Nathalie Jacobi-Coali nous a parlé d'un phénomène important dans la vie des couples, la séparation de fait et la séparation de corps. Attention, si vous êtes en instance de divorce, choisissez bien votre séparation de corps parce qu'il y a des conséquences particulières pour les deux le couple. Enfin, Dominique Vénéré, avec elle, on avait commencé Tina Turner, mais ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, on reviendra en couleur, en musique, avec les vidéos et le son de Tina Turner. Dominique, à très bientôt. Au retour à la semaine prochaine. Et puis, la réalisation était assurée par Kevin. On se quitte, on se retrouve demain, puisque demain, nous allons recevoir le directeur général de la CAF. Il sera en direct avec nous. À tout à l'heure.